Moïma Sissé. Puisqu'on a dit qu'on va le prendre à 10, il est déjà en ligne. Moustapha Beyavogui, il est ancien chef de dépôt de la SGP, la société guinéenne de pétrole. Il va réagir tout à l'heure sur la situation qui prévaut. Mais d'abord, il va nous expliquer quel était l'état de ces dépôts pendant qu'il était responsable des lieux. On refait le monde, l'invité. Moustapha Beyavogui, bonsoir. Bonsoir, M. Condé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ancien chef du dépôt de la SGP, la Société Générale des Pétroles. Dites-nous, quand vous étiez responsable du dépôt, comment l'endroit était? Ok, merci M. Condé une fois de plus. Et je tenais déjà, avant tout propos, saluer les différents téléspectateurs et auditeurs. Et vous dire merci pour... Où vous êtes là, il y a des locaux. Est-ce que vous pouvez vous déplacer pour qu'on vous entende convenablement? Allô, ça va, vous me recevez? Oui, allez-y, allez-y. D'accord, donc déjà, je tenais à vous remercier pour l'opportunité que vous me faites sur votre antenne dans l'optique de faire une analyse sur la cause probable et a conduit à ce sinistre au dépôt de Conakry depuis la nuit du dimanche qui a endeuillé toute la Guinée. Donc déjà, je tenais déjà à vous dire merci pour l'opportunité. C'est un devoir, allez-y. Oui. Ok. Alors, donc, c'était quoi votre question déjà? Oui, la question, quand vous étiez responsable, quel était l'état de ces dépôts? Est-ce que ces dépôts présentaient un état vétuste? Comment était concrètement? Bon, utiliser le terme vétuste, c'est un peu trop dit. Voilà. Non, c'est une question qu'on pose. Vétuste, voilà, je sais que c'est une question, mais il faut aussi qu'on soit véridique dans tout ce qu'on fait, parce que les Guinéens ont soif d'informations. Comment on appelle ça, l'international, tout le monde a soif d'informations. Donc si on veut utiliser des mots, il faut qu'on utilise des mots appropriés. Donc je ne dirais pas que le dépôt était vétuste, mais il faudrait dire quand même que c'était un vieux dépôt. C'était un vieux dépôt parce qu'il existe depuis... Oui. C'était d'ailleurs une des appellations vieux dépôt. Voilà, depuis le premier régime quand même. Il y avait combien de cuves là-bas? On en avait combien? Au dépôt de Conakry, déjà, il faut déjà comprendre que, pour le compte directement, il y avait 13 bacs. Donc, 10 bacs essence, un bac gasoil, un bac de jet A1 pour l'aviation, un bac pétrole. Et on peut voir même un 14e bac, qui n'est pas un bac, mais qui est une cuve, qu'on appelle une cuve de, comment on appelle ça, de réception des résidus de jet et de pétrole. Donc, environ 14 bacs, 14 récipients. Alors, quelle était la capacité de ces 14 bacs? Et quelle est la différence entre un bac et une cuve? Ben, comme c'est les comment on appelle ça, c'est les synonymes. Voilà, donc un bac c'est un récipient qui a été conçu pour ou une cuve qui a été conçue pour recevoir des hydrocarbures. Ça peut être des hydrocarbures, ça peut être de l'eau, mais c'est un récipient qui est bien étanche avec des évents, c'est-à-dire des ouvertures pour pouvoir bien évidemment permettre la respiration. Et aussi au niveau plus bas, nous avons aussi des orifices par rapport à des tiges, par rapport à des vidanges. Voilà. Alors, quelle était leur capacité, ces 14 bacs? Alors, donc, comme j'étais en train de le dire à l'entente de mon propos, c'est vrai qu'il y avait 14 bacs. Donc, comme je le dis, je précise, 13 bacs, c'est un petit récipient d'environ 3980 litres. Donc, quelque chose qui n'était pas significatif. Mais ce qu'il est bon de préciser déjà, c'est un dépôt qui était en coactivité avec la Solulu, avec qui il y avait aussi le stockage de l'uvofiant. Voilà, donc la capacité de ces bacs, quand on prend le côté essence, on avait une couverture, une capacité de 25 millions de litres. 22 millions de tonnes métriques. 25 millions de litres. 21 millions de litres. Voilà, si je veux donner les chiffres exacts, oui. 25 millions 397 350 litres. En mètres cubes, on aura 25 397 mètres cubes. D'accord. Donc, ça, c'est l'essence. Ça, c'est concernant les 10 bacs essence. Je peux vous les donner dans les détails. Mais vu que le temps d'antenne, il est vraiment short, c'est juste 30 minutes, on ne pourra pas rentrer dans tous ces détails-là.
Alors, voilà. Le monsieur... gasoil, Oui. terminez votre question. Le gasoil, un seul bac qui fait 6 millions de litres. Le jet A1, un seul bac qui fait 3 millions de litres. Le pétrole, l'ampan, qui fait 799 311 litres. Et la cuve de rétention, qui fait 3 980 litres. Donc voici un peu les capacités qui étaient sous la responsabilité de la SGP au dépôt qui a cramé dans la nuit du dimanche. Alors, vous connaissez suffisamment bien ce dépôt-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs thèses qui sont évoquées à propos de l'incident qui s'est produit. Est-ce que vous, de votre expérience, de votre connaissance du dépôt, est-ce que vous pensez que, par exemple, il était prévisible qu'un accident puisse générer un tel incendie? Alors, pour répondre à cette question, il faut dire déjà que, quelle que soit l'activité que vous exercez, le zéro risque n'existe pas. Le risque, il est là en permanence, il est partout. Voilà pourquoi, dans ce genre d'établissement classé, nous faisons une évaluation des risques et nous élaborons des plans d'action derrière. On sait que le risque, il est là. La probabilité pour qu'elle apparaisse, nous essayons de voir comment est-ce qu'on peut la réduire à un niveau, voire inexistant, voire insignifiant. Et puis on met des dispositifs en place par rapport aux risques que nous connaissons déjà qui existent. Un dépôt d'hydrocarbures, bien entendu, un dépôt d'hydrocarbures liquide. Donc le risque, il est là, c'est un établissement classé, donc c'est un établissement à haut risque. Ça, on ne peut pas l'occulter. Oui, mais la question n'est pas répondue. C'était quoi la question? Si elle n'est pas répondue, c'était quoi? Non, je Est-ce disais... que déjà ces dépôts présentaient des signes qui montrent aujourd'hui que, cet incendie devrait survenir? C'est ce que je suis en train de vous dire. Dans un dépôt, vous avez tous les scénarios possibles d'un sinistre. Dans un dépôt d'hydrocarbures, on a un document qui est appelé le POI, le plan d'opération interne, dans lequel vous avez tous les scénarios possibles, même les scénarios les plus bénis d'apparition d'un sinistre. Donc le risque, il est là, il est connu. Alors, monsieur, on nous apprend, oui, s'il vous plaît, on nous apprend qu'il y avait plus d'une cinquantaine d'alerteurs, comment on appelle, d'alerteurs, oui. Et qu'il avait également des inspecteurs partout sur le site, et que si c'était d'une source accidentelle, que la chose ne pouvait pas arriver sans que l'alerte ne soit donnée, que qu'il y a eu des incidents, des courts-circuits. Voilà, justement par le passé. Ouais. Alors, dites-nous ce qui s'est passé là. Est-ce que c'est d'une source accidentelle ou criminelle? Quelle est la thèse que vous privilégierez? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, on rentre dans l'analyse, si je comprends bien, on rentre dans l'analyse des causes probables qui ont pu nous conduire à ce sinistre-là. Alors, les causes, comme je l'ai dit, c'est de plusieurs natures. C'est de plusieurs natures. Ça peut être de façon accidentelle. Je vais développer ce premier aspect de façon accidentelle. Ça peut être dû à une négligence, à une mauvaise organisation. Ça peut être dû à un manque de compétences. Ça peut être dû à un sabotage. Ça peut être dû au non-respect des procédures en vigueur de gestion d'un dépôt. Et donc, si vous permettez, je vais rentrer dans ce détail-là. Allez-y, très rapidement. Oui. Voilà. Alors, donc, si je prends le premier point, qui est la cause accidentelle. Lors des opérations, c'est un dépôt d'hydrocarbures. Selon les normes. Donc, selon le dessous, j'appuie que le dépôt était en réception. Ce qui veut dire qu'il y avait un navire à quai et qu'ils étaient en train de remplir les bacs. Alors, pour une opération de cette envergure, ça demande une organisation parfaite, ça demande un planning parfait et tout. Alors, lors de ces opérations, il peut arriver qu'il y ait débordement de bacs, les bacs peuvent dégueuler, d'où les produits se retrouvent hors de leur récipient. Il peut y avoir un débordement au niveau des lignes, il peut y avoir un débordement au niveau des slops. Bon, les slops, c'est aussi un récipient qui est censé recevoir du produit qui n'est pas propre à la consommation, qui subit d'autres transformations avant d'être réutilisé. Ça peut être dû aussi à des purges lors des opérations, des purges non maîtrisées. Ça peut être dû aussi à une mauvaise gestion des étudiants qui ont pu nous mener à cette catastrophe.
Alors, donc sur le plan accidentel dont je parlais, ça peut être aussi dû, toujours dans ce même ordre d'idée, ça peut être dû à la fatigue des travailleurs, ça peut être dû au stress. Les causes sont multiples. Mais ce qu'il est bon de comprendre, quels que soient tous ces éléments que j'ai cités de façon accidentelle, je l'ai dit ce matin sur un des médias que je ne vais pas citer, que pour qu'il y ait le feu, il faut 3 conditions. Et lorsque une de ces conditions-là n'est pas réunie, il ne peut pas avoir le feu. Alors, l'élément est... Quelles sont ces 3 conditions? Quelles sont ces 3 conditions? Voilà, les 3 conditions se résument en un triangle, qu'on appelle dans notre jargon le triangle de feu. Alors, pour qu'il y ait le feu, il faut forcément 3 conditions. Ces conditions-là sont lesquelles? Il faudrait qu'il y ait présence de combustible. Le combustible, déjà, il est présent dans le dépôt. Donc, le risque là, déjà, il est là en permanence. Donc, hydrocarbures. OK? Ça peut être des pneus de voiture, ça peut être des bois, ça peut être du papier. Le combustible, déjà, il est déjà là en permanence. Il faut encore un second élément qui est le combuant. Le combuant, c'est l'oxygène. D'accord? L'oxygène, il est là, il est à l'ambiance. D'accord? Et le 3e élément, c'est l'énergie d'activation, c'est la source d'énergie. Et donc, c'est cet élément-là qui va venir se combiner aux 2 premiers que j'ai cités plus haut, déclencher le feu. Et donc, cette source d'énergie peut être quoi? Ça peut être le feu, ça peut être une étincelle, ça peut être même... Monsieur, pour être concret, permettez, Ouais. je vais être cette fois-ci très, très direct. Oui. Vous avez donné en détail ce qui pourrait provoquer l'incident, Oui. d'accord. Oui. Mais est-ce que, comme cela nous a été décrit, l'accident tel que ça s'est passé, est-ce que vous qui êtes spécialiste, vous qui avez travaillé là-bas, est-ce que ça peut se déclencher de cette façon, de façon brutale, de façon spontanée aussi oui, est-ce que c'est possible? Alors, vous êtes en train de parler d'une auto-inflammation. Voilà, une auto-inflammation, c'est-à-dire qu'un bac prend feu de lui-même. Alors, comme je l'ai dit, je n'étais pas dans le dépôt, je ne sais pas quelles sont les activités annexes, quelles sont les co-activités qu'il y avait dans le dépôt. Parce que il arrive des fois où, pendant que nous sommes en pleine exploitation des bacs, il arrive que nous procédons à une révision de nos bacs. Donc le bac, il est carrément vidé, il est dégazé, il est démonté, il y a des travaux à point chaud, vous voyez. Donc je ne sais pas en ce moment-là, quand le dépôt cramait, quelles sont les activités qui étaient dans le dépôt. On ne vous a pas dit, vos anciens collaborateurs ne vous ont pas dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire sur le bac? Ben, certainement, comme je serai en Guinée, Inch'Allah, dans quelques jours, je pourrais... Mais vous êtes très prudent là, vous êtes très prudent. La question, vous êtes très prudent. On vous dit, est-ce que c'est possible qu'il y ait cette flamme, qu'il y ait cette explosion, cette déflagration, sans que l'alerte ne soit donnée, que les gens s'essayent à éteindre le feu? D'accord. Donc, avant de répondre à cette question... il faut aller directement à la question. Avant de répondre à cette question, vous m'avez demandé les causes. J'ai posé tout d'abord le premier cas qui était le cas accidentel. Je ne voulais pas parler du cas de sabotage, je ne voulais pas parler du manque de négligence, je ne voulais pas parler de l'incompétence et autres. Donc ça, c'était déjà ce premier point. On termine ce point et on revient sur les autres points, si vous permettez. Allez-y, très rapidement. Alors, donc nous avons parlé des causes plausibles par rapport à un accident de travail, par rapport à une négligence ou une mauvaise organisation. Voilà, ça peut être dû à, comment on appelle ça, à un abandon de dépôt, alors qu'il y avait un déchargement. Je ne suis pas en train de chercher la bête noire, je suis pas en train d'incriminer qui que ce soit, mais selon les informations que j'ai reçues, pendant ces opérations, le chef de dépôt n'était pas dans le dépôt. Pendant ces opérations-là, l'adjoint chef de dépôt n'était pas dans le dépôt. Pendant ces opérations-là, je ne sais pas s'il y avait un superviseur, s'il y avait une équipe de maintenance. C'est une équipe, les gens qui ont perdu la vie, dans ces opérations-là, apparemment, je connais le profil, apparemment c'est des gens qui n'avaient pas toutes les habilitations, c'est des gens qui n'avaient pas toutes les qualifications pour mener à bien une opération de dépotage. Je ne veux pas comprendre comment est-ce que, moi, lorsque j'étais chef de dépôt, quand un dépotage commence, c'est jusqu'à 72 heures, voire 48 heures. Mais j'ai dû domicile au dépôt, jusqu'à ce que le dépotage finisse. Mais un chef de dépôt ne peut pas abandonner le dépôt.
et rentrer chez lui et pendant qu'une opération de terre avait être emprisonné maintenant là. Vous voyez, donc pour moi, c'est une négligence notoire, c'est suicidaire, et vraiment ça, il faudrait que les uns et les autres répondent. C'est vrai que quand il y a un problème, les responsabilités elles sont diverses. Il y a les responsabilités qui sont civiles, tout ce qui est civil. L'administrateur répondra de tout ce qui est civil. Mais tout ce qui est pénal, nous allons passer au peigne fin. Chacun devra répondre de sa forfaiture. Parce que là, on ne peut pas accepter que des personnes innocentes puissent perdre la vie suite à des mauvaises pratiques, suite à des négligences de cette envergure. D'accord, on vous comprend, M. Béavogui. On vous comprend, on vous comprend. On ne vient pas culpabiliser les gens, même si voilà, ça se comprend que vous êtes un ancien chef de dépôt. Donc, ce n'est pas l'occasion de culpabiliser l'actuel chef. Certainement qu'il y a des petits problèmes entre vous. Mais ce qui est sûr, vous venez de confirmer tout à l'heure. Vous venez de confirmer tout à l'heure que cet accident qui est intervenu à un moment où on faisait le dépotage. Parce que hier, dans cette même émission, j'avais donné l'information que c'était au cours d'un dépotage. Dites-nous comment est-ce que le bateau a pu être sauvé et que les autres cuves ou les bacs qui étaient là n'ont pas pu être sauvés. Est-ce que jusque-là, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a eu certainement un acte de sabotage de la part des personnes à rechercher par les tribunaux compétents? D'accord, merci. Donc, ça nous amène au troisième point, dans le point de sabotage, avant de revenir sur comment est-ce qu'on a pu sauver le bateau. Alors, donc, il faut faire très attention lorsque nous abordons des sujets. Voilà, parce que quand on utilise le terme sabotage, dans le terme sabotage, après, il y a ça prend après beaucoup de ramifications. Alors, le sabotage, il est à plusieurs niveaux. Le sabotage, déjà, pour avoir connu ce dépôt, le sabotage, déjà, il peut être interne, tout comme il peut être externe. Je vais commencer déjà par le sabotage sur le plan externe, avant de rentrer dans le sabotage sur le côté interne. Alors, sur le côté externe, on écoute sur les réseaux sociaux, ça et là, oui, on a vu des missiles passer. Je mets quiconque au défi qu'il n'y a pas eu de missiles là-bas. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de missiles, parce qu'on entend sur les réseaux sociaux que c'est des missiles qu'ils ont lancés, et on a entendu une détonation d'armes, et on entend tous, ça fuse des informations, ça fuse de partout. Vous dites que vous n'êtes pas là. Comment est-ce que vous pouvez remettre en cause les informations des voisins, des gens qui ont vu, vous savez tout de ce qui se passe là-bas. Mais c'est contradictoire ce que vous dites là. Vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît. Ah, mais vous dites que vous n'êtes pas en Guinée, que vous n'avez pas toutes les informations. Je ne sais pas pourquoi ce développement-là vous dérive. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Allez-y, oui. Afin que les Guinéens soient édifiés. Allez-y. Alors, comme je disais, sur le côté sabotage, moi, j'occulte. Je mets une croix rouge sur l'aspect, émissif. C'est vrai qu'il y a eu une détonation. Après, je rentre dans les détails qui est la détonation. Certainement, lorsqu'il y a eu la déflagration, les profanes qui ne connaissent pas comment est-ce que le dépôt fonctionne, et peut-être ils se sont dit que c'est un missile. Les informations vont dans tous les sens. Il faut faire très attention. Lorsqu'il y a une crise, les informations que nous véhiculons peuvent entraîner, peuvent nous amener dans un chaos, peuvent nous mettre dans une situation que nous n'allons pas maîtriser. Surtout qu'en ce moment, la Guinée traverse une situation où vraiment il y a assez de sensibilité. Il faudra qu'on fasse très attention dans nos communications. Donc, comme je le disais, moi, on s'attarde sur ce point. Si vous déjà, votre rôle, voilà, si vous déjà, vous dites que vous écartez la thèse de sabotage, puisque vous avez été ancien responsable du dépôt. On va s'écouter là. Vous vous fondez sur quoi? Exactement. M. Béavogui, on échange là. Non, je vais vous. Non, attendez, on va dialoguer, c'est important. Vous dites que vous écartez totalement et entièrement la thèse de sabotage. Vous vous fondez sur quoi? Vous avez quel élément pour faire une telle affirmation? J'y arrive. Laissez-moi terminer. Oui, allez-y. Oui, mais sur ce point d'abord, sur ce point. J'y arrive. Laissez-moi terminer. Allez-y. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Alors, donc, le côté sabotage, ça peut être un vol organisé en interne, ou un vol organisé en interne qui a mal tourné, qui nous a conduit à ce drame. Je commence par le vol organisé à l'externe. Voilà, et lors des dépoutages, il est très facile de savoir qu'il y a un dépotage, il y a du carburant qui doit être ravitaillé dans le dépôt.
Parce que lorsque le bateau il est hacké, presque tous ceux qui sont à la cité chemin de fer, dans leur bureau, ils voient le bateau hacké. D'accord? Donc tout Corontier, tout Conakry sait que, tout Cameroun sait qu'il y a un bateau qui est hacké. Alors, il arrivait très souvent que lors de nos dépotages, que nos lignes soient vandalisées. C'est du sabotage. Nous étions souvent confrontés à des piquages de lignes. Et lors de cette opération, certainement, c'est des hypothèses. Donc, je le dis, vous avancez des hypothèses, mais vous esquivez totalement une des hypothèses. C'est ce que nous ne comprenons pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ce que j'ai dit là vous irrite. Ok, donc on va y revenir. Laissez-moi avancer dans mon développement, vu que le temps il est court. Donc, comme je le disais, sur le plan, lors des opérations, il peut arriver qu'il y ait des piquages à l'externe. Et donc, lors des piquages à l'externe, les gens qui vandalisent les lignes, pendant qu'ils sont en train de récupérer le produit, ils peuvent avoir soit une cigarette, ils peuvent avoir soit un briquet, ils ne connaissent pas les risques, ils ne savent pas ce à quoi ils sont exposés. Quelqu'un qui a, comment on appelle ça, une cigarette, dans leurs opérations, dans l'euphorie, ils laissent tomber parce que ces genres d'opérations sont accompagnées bien évidemment d'écoulement, de pollution et tout. Et lors de leurs opérations, certainement, c'est des hypothèses qu'on le dit, c'est de façon hypothétique. Donc lors des opérations, certainement quelqu'un avait une source d'activation qui a déclenché le feu. Et comme vous savez les hydrocarbures, même si vous... Ce que vous nous décrivez là, quand vous étiez chef du dépôt, cette opération aussi existait, piquer le carburant pendant le dépotage? C'est fréquemment arrivé, on a combattu ces pratiques. C'est fréquemment arrivé, nous avons tout ça dans nos rapports. Donc laissez-moi avancer dans mon esprit, s'il vous plaît. Alors, les hydrocarbures, même si vous versez les hydrocarbures sur l'eau et que vous l'enflammez, il va prendre feu. Et l'hydrocarbure, il va suivre le chemin jusqu'à aller là où il y a le stock. Donc si cet incident a été posé lors d'un piquage de ligne et qu'il y a eu feu, le feu va suivre tout le trajet jusque dans le dépôt, ou il va suivre le trajet, aller au niveau de, comment on appelle ça, au niveau du port. Vous avez posé une question de savoir pourquoi est-ce que le bateau a été sauvé. A pu être sauvé. Ouais. Pour sauver le bateau, c'est aussi facile pour sauver le bateau. Le bateau, la connexion entre le bateau et le dépôt se fait via des manifolds. Nous avons 2 bras de chargement. D'accord? Lorsque le bateau vient selon le déchargement qui est en cours, soit c'est les 2 bras que nous connectons au manifold du bateau, nous faisons toutes les dispositions qu'il faut avec les normes, les débits et les quantités qui doivent arriver. Nous donnons les instructions au niveau du dépôt et nous commençons les opérations. Alors, s'il y a un problème, automatiquement le bateau, parce que nous communiquons par talkie-walkie, on a un représentant au niveau du dépôt, au niveau du bateau, on a un représentant, on a des représentants dans le dépôt, donc nous sommes en perpétuelle communication via les radios VHF. D'accord. Alors, dès qu'il y a un problème, pour éviter d'aggraver la situation, on déconnecte automatiquement. D'accord. La dernière question, ou peut-être l'avant-dernière question, M. Béavogui, est-ce que les installations du dépôt sont assurées? Assurées sur quel plan? Oui, par des compagnies d'assurance. En cas, par exemple, d'incendie, des assureurs qui viendront, comme les autres assureurs le font. Je peux vous le confirmer parce qu'un dépôt qui a sa tête totale, qui a 47, le plus grand actionnaire, qui a 47% d'action, Shell, qui a Vivo Énergie, qui a 17% d'action, Copec 16%, l'Enor Guinée 13% et l'État guinéen 7%. Ça, c'était les chiffres pendant que j'y étais aujourd'hui. Je ne sais pas comment est-ce que cette clé de répartition des pourcentages a évolué, mais c'était l'existant. Donc, pour ces grosses pertes-là dont je suis en train de parler, dont l'État guinéen, Total, Guinée et Shell, qui ne peuvent pas être assurés la direction technique d'un établissement aussi sensible sans que l'établissement soit assuré. Donc, je peux confirmer que l'établissement était bel et bien assuré. D'accord, oui, la toute dernière question. Oui, entre toutes ces potentielles causes que vous avez évoquées, dites-nous, est-ce qu'il y a un mécanisme, est-ce qu'il y a des techniques qui peuvent nous permettre, après une enquête, d'avoir la cause exacte et sans difficulté de l'incendie, au fait? Est-ce qu'aujourd'hui, normalement, on pourrait, une enquête déboucher sans bavure à un résultat clair? À 100%, si l'équipe constituée par rapport à la cellule de crise, si c'est une équipe qui est compétente, si c'est une équipe qui a été constituée sans affinité, si c'est une équipe
qui veut vraiment faire la lumière sur la situation, en tout cas, si c'est un personnel qualifié, la lumière peut être faite à 100%. Il y a cette question de l'auditeur, il veut savoir avec la certification du niveau international, comment l'incendie peut-il être brutal dans un tel dépôt d'hydrocarbures? Comment l'incendie peut être... Comment l'incendie peut-il être brutal? Je vous ai dit, c'est un établissement classé, c'est un établissement à haut risque. C'est les hydrocarbures liquides que nous manipulons. Le produit, il est hautement dangereux. Donc, un petit élément qui remplit les 3 conditions du triangle de feu, c'est le départ, c'est la catastrophe. Je vais vous donner les quantités. C'est des quantités énormes. Vous voyez? Donc, quand un bac s'embrase, voilà, et les bacs sont voisins. Si un bac s'embrase, si les procédures d'extinction n'ont pas été déroulées comme ça se doit, les autres bacs voisins vont être contaminés, ce qui a créé tout ce que vous avez vu dans le dépôt. Ce n'est pas tous les bacs qui sont embrasés en même temps. Le départ de feu est allé d'un point et qui s'est propagé sur les autres bacs. Et la réalité, malheureusement, tous les 14 bacs sont partis en fumée. Merci à vous. De la Moustapha Beyavogui, merci à vous d'être passé dans cette émission. Il a confirmé des informations que j'ai données hier par rapport au dépotage et ensuite par rapport à la détonation, même si dans ces hypothèses il écarte carrément la piste criminelle, ce qui est quand même paradoxal. Non, la piste sabotage. Non, oui, sabotage, sabotage c'est criminel. Voilà. Donc il pense qu'il écarte la piste. Il est formel là-dessus. Il est formel. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est du fait qu'il désigne déjà un bouc émissaire. Je ne sais pas si c'est son successeur direct qui est le nouveau chef du dépôt, parce qu'il dit que ce dernier doit être interpellé dans ses explications. Je pense qu'il ne faut pas jeter... parce qu'il dit que lors du dépotage du dernier bateau que vous avez évoqué hier, que ni le chef du dépôt, ni son adjoint, encore, il a parlé d'une troisième personne. Et s'ils sont en congé parce que c'est une question qu'il faut aussi... ça aussi. Voilà, ils peuvent être en congé. Ils peuvent être en congé. Ou même permissionné. Quand on va en congé comme ça... C'est une hypothèse. Ça, c'est très grave. Il n'y a pas de travail où on ne peut pas être... Non, les deux en même temps. Oui, il y a des secondes. Il y a des secondes. Voilà, il y a des secondes. Il y a son adjoint qui peut être là-bas ou un autre. Mais ce qui est sûr... Non, lui-même, il a dit qu'il n'y a pas risque zéro. Il n'y a pas en matière de trucs. Il n'y a pas risque zéro. D'accord. Mais ça, c'est prémédité. C'est-à-dire que si ça arrive, il n'y a pas d'excuse pour les responsables. Parce que c'est un moment charnière très important dans la vie de la gestion du dépôt. Le dépotage, il est important et ça a haut risque. Donc, si les deux sont absents en même temps, il n'y a pas d'excuse. Devant ceux qui ont la qualification. Ils sont d'abord les premiers responsables. Les premiers responsables en attendant la fin de l'enquête. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord avec le monsieur, allez-y. L'ancien responsable, l'analyse proclamée, voilà, l'ancien responsable du dépôt, il dit qu'il n'était pas en Guinée, donc il n'a pas toutes les informations. Mais malheureusement, il est formé là-dessus, comme vous l'avez dit, et vous l'avez fait remarquer, mais il a insisté en disant que la piste sabotage est à écarter. Vous n'êtes pas en Guinée. Vous n'avez pas toutes les informations liées à l'incident. La description qu'il a faite, le fait que le chef du dépôt ni son adjoint n'était pas là, ça fait déjà... Ça veut dire qu'il a eu des informations. Oui, ça peut être ça fait naître un sabotage. Voilà, absolument. Et puis ça veut dire qu'il a eu l'information. On lui a donné des informations. Il a des gens qui sont là, il a des attaches au niveau du dépôt. Et après, il dit, qu'ils nous disent alors qu'il est... qu'il est dans une logique que nous ne connaissons pas, mais il faut sensibiliser, il faut taper dans l'œil, parce que c'est le moment. C'est le moment. Il a été adjoint avant d'être confirmé. Donc il sort de son rôle d'analyse. Oui, il sort de son rôle d'analyse pour la sensibiliser. D'accord, tout le monde est amené à sensibiliser, mais il est en train de prendre position. Et cette position n'est pas très écartée de la position des autorités. Voilà, ça c'est important. Oui, alors moi par rapport à ça, il est trop catégorique. Malheureusement, il n'apporte aucun élément d'expert. Quand il dit, il faut tout, il va même jusqu'à dire je mets au défi quiconque. Quand tu dis ça,
tu dois pouvoir fournir des explications. Tu ne rentres pas, c'est-à-dire, et Condé lui a dit, sur quoi vous vous fondez pour dire ça. Quand on dit sur quoi vous vous fondez, il dit non, vous savez, laissez-moi avancer. Voilà, le sabotage, ça peut être sur ça, ça peut être sur ça, à l'interne, à l'externe, mais à aucun moment, il nous donne un avis, un avis d'expert, alors que c'est ce qu'on aurait pu attendre de lui. Quand on a servi à son niveau de responsabilité, quand vous affirmez que je lance le défi à quiconque. Non, vous devez pouvoir le démontrer. Regarde, mais là, il experts. Non, on a vu les experts quand il y a eu l'explosion de l'avion de Prigozhin. Toutes les pistes ont été mises sur la table, envisagées, analysées par les experts. Voilà. C'est ça l'expert. S'il y a sabotage, comme les gens le disent, le spéculent là-dessus, ça peut être ça, ça peut être ça. Mais dans ce cas-là, je ne suis pas certain parce que. Exactement. Donc on sabote accident. Donc ceci, cela, abandon ou méconnaissance, incompétence des travailleurs, oui, et parce que ce que j'ai vu, c'est comme ça. Mais malheureusement, d'un côté, il donne des explications, de l'autre, il affirme. Son intervention a plutôt créé la confusion, d'amener les gens à comprendre. Et en donc plus, il n'aurait pas intervenir. Il anticipe sur une probable décision de justice. Parce que à ce stade, que les enquêtes sont ouvertes. Demain, on va parler sur cet angle-là. Oui, mais qui devrait être abordé. Mais il n'est pas le premier à le faire. Et c'est moins grave parce que c'est un expert comme ça. Non, c'est un ancien travailleur. Mais quand le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, dit la possibilité d'une agression est exclue. Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il anticipe déjà sur la conclusion d'une enquête, à moins qu'il ait des infos, à moins qu'une enquête est déjà faite, alors que le feu n'est même pas encore circonscrit. C'est pas le comité de crise aussi qui non, justement. Voilà, lui aussi, il a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Maintenant, est-ce que cette ouverture-là... Il n'était pas là, il fallait qu'il marque... Voilà, maintenant, on annonce aujourd'hui l'ouverture d'une enquête, hier à peine, et il y a le porte-parole du gouvernement quand même qui déjà exclut justement la piste de sabotage. D'un sabotage, en tout cas d'une agression. Oui, mais alors, tout ça, c'est est-ce que c'est le moment d'exclure cela? Est-ce que là déjà, on ne commence pas déjà à marcher sur les plates-bandes des autorités judiciaires qui vont être saisies ou tout au moins à les orienter. Ou à les orienter. Donc ce n'est pas une communication appropriée de la part aussi du ministre porte-parole du gouvernement. Malheureusement, la communication, rien ne va. Sur les enquêtes va attendre demain, si vous permettez. Si vous permettez, moi je voulais juste quand même rajouter parce qu'ils sont nombreux. Depuis qu'on il y a le gouvernement, il y a le ministre Alright, il y a Fakonde, il y a le et même le procureur général. Le procureur général, ça va au-delà même que je parle. Jusqu'ici, il n'est pas intervenu. Charles, il est en train d'aujourd'hui, il s'accapare tout aujourd'hui, tout ce qui est Est-ce que ça a commencé aujourd'hui judiciaire. Est-ce que c'est pas par peur que Younoussa Conté n'a pas pris la parole, connaissant son ministre? Il peut dire qu'attention, je vais patienter que le ministre soit là parce que quand il vient trouver que je me suis déjà exprimé sur la question. Est-ce que Charles sait aujourd'hui que ses actes ou ses actions n'en valent pas la peine parce qu'il n'y a aucun crédit. Il a eu combien d'injonctions ici? Vous avez vu une injonction aboutir? Je pense qu'il a... Mais ces gens-là, ils ont discrédité l'État. Ils ont discrédité l'État. Ils ont rabaissé l'État à un niveau où on ne peut l'imaginer. Vous avez vu, si ce n'est pas le ministre, je ne sais pas si... qui n'est pas présentable de la santé, c'est Charles White qui sort aussi de ce côté. Mais je pense que... Vous savez, il doit retourner dans son lit de malade. Il faut qu'on le ramène là-bas parce qu'il n'est pas totalement guéri. Ce qu'il est en train de faire, ça prouve en suffisance que la maladie est en train de le ronger. Sur la question relative aux enquêtes, on va davantage en parler demain. Mais moi, je voulais quand même dire que d'avance, personnellement, je n'ai aucune confiance. Quand on annonce des enquêtes pour un cas précis comme celui-ci, je me dis c'est juste pour faire en sorte qu'on dépasse ce cap. Parce que rappelez-vous, il y a des enquêtes qui étaient ouvertes par rapport à l'effondrement des trucs à Matoto. Jusqu'ici. Où nous en sommes. Et vous savez que... Voilà. Et vous savez avec quelle précipitation on était allé sur ce site-là et on nous avait dit la justice est en train de faire on venait juste de nommer l'actuel ministre de l'Habitat, le général qui était à la retraite, qu'on a fait revenir de Kindia là. Il était sur le site et lui aussi comprend pas grand-chose là. Ouais, mais il avait promis. Vous savez, je ne sais pas si c'est un virus au sein du gouvernement. Dès que vous venez,
Vous promettez, l'incendie a révélé, et ça vous faites bien de rappeler cela, l'incendie a révélé que les normes de construction doivent être respectées dans notre pays. Vous avez vu la proximité. Le fait que les constructions éloignées, qu'on pensait être des constructions à l'abri, qui se fissurent les immeubles de la avec cité, des murs qui se fissurent. Et donc, ça doit être, le ministère de l'Habitat doit s'approprier et doit profiter de cette occasion-là pour imposer, pour ramener tous ceux qui construisent à se conformer aux normes et ça doit commencer par l'enquête qui a été ouverte là, du côté de l'effondrement de Matoto. Il y a beaucoup d'autres immeubles, qui sont en construction. Je ne crois pas que tous... Vous n'avez même pas besoin de prendre des permis de construction aujourd'hui. Vous payez de l'argent à la place d'une expertise sur le terrain. Local, vous ne payez pas. Vous n'avez pas. Les gens ne viennent pas sur le terrain. Vous leur donnez l'argent, on vous donne un permis de construire. Après, on vous donne l'argent et ça règle tous les problèmes. Et donc, il faut que cela cesse. Et parce que ça nous révèle que les normes doivent être respectées. Et parce que notre sécurité en dépend.